Chers amis de Paix et Guerre, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel entretien géopolitiquement incorrect. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir un vieil ami, parce que tout de même, nous nous connaissons depuis fort C'est longtemps. vrai. Pierre Conessa, voilà, me fait l'amitié Bonjour. de venir. Bonjour Pierre. Oui, on se connaît depuis une Tout trentaine petit. d'années, depuis bébé. Voilà, quasi. Euh, lorsque vous ou tu étais à la délégation aux affaires stratégiques et moi au Absolument. SGDN. Bon, tu n'es plus non plus une personnalité que l'on présente véritablement, agrégé d'histoire, énarque, haut fonctionnaire de défense, sous-directeur de la DAS, si ma mémoire est Ouais, bonne, puis à la CEIS, enfin, la Compagnie européenne d'intelligence stratégique, pendant des années, enfin bref. ouais, Bon, mais surtout, tu es devenu, depuis déjà pas mal d'années, un essayiste prolifique, c'est vrai. hein, très prolifique, avec, je crois, plus d'une dizaine d'ouvrages. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais enfin, il y en a quand même qu'on peut citer, qui sont tout à fait passionnants. Je ne les ai pas tous lus, mais ceux-là, je les ai lus. Je peux citer évidemment, et on va commencer d'ailleurs un peu comme ça, mais d'abord tu répondras à une question qui m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'on peut dire que tu es un souverainiste de gauche? Je te laisse y réfléchir pendant que je cite 3 bouquins. Ouais, je vais Donc, réfléchir. Ouais. je citerai La fabrication, bien sûr, de l'ennemi, ou Comment tuer avec sa conscience pour soi, en 2011 déjà. Dr Saoud et Mr Djihad, La diplomatie religieuse de l'Arabie saoudite, en 2016. Vendre la guerre, passionnant, le complexe militaro-intellectuel en 2022. Donc, voilà. Et puis le dernier dont on va aussi parler parce qu'il permet d'aborder beaucoup de sujets, qui est là, Repentance et victimisation, la maladie auto-immune de l'Occident. Bon, donc, es-tu un souverainiste de gauche d'abord? Je nécessite encore une fois, je Un peu demande de un réflexion. peu de temps parce que je ne sais pas ce que ça signifie, mais je suis pas, je pars pas. Enfin, je crois que l'une des premières remarques qu'il faut faire, c'est que les intellectuels français ont un tropisme pour la théorie. C'est vrai. C'est-à-dire qu'ils aiment beaucoup faire de l'idéologie, etc. Et si tu veux, on a eu par exemple pendant longtemps un penseur officiel qui était Jean-Paul Sartre. Il n'y a pas un homme qui s'est plus trompé sur les crises que ça, mais il était considéré comme le grand penseur. Il est allé 10 fois en URSS, il n'a jamais rien vu. Il est allé 5 fois en Chine, il n'a rien vu. Il est allé à Cuba, il n'a rien vu. Et donc tu te dis, cet homme était dans son idéologie. C'est-à-dire qu'il pensait que ces systèmes-là étaient ceux qui contestaient le mieux le capitalisme libéral. Et donc il devait quelque part avoir raison. Bon. Donc évidemment, quand on est avec ce bilan-là, j'en arrive à la conclusion un peu surprenante que dans le couple Sartre de Beauvoir, la grande homme, c'était Beauvoir. C'est elle qui pose la question du deuxième sexe. Tu te rends compte de la portée du C'est bouquin. vrai. Alors que si je te demande de citer une œuvre de Sartre, Oh ben, j'en ai quand même lu non pas mais c'est mal. un littérateur, mais C'est pour un, ses voilà. œuvres politiques, Oui, non, il non. était Oui, politiquement, d'une non, très pas tant que grande ça. aveuglement, d'un très grand aveuglement. Voilà, donc si tu veux, moi j'en ai tiré un point de vue, c'est que je ne pars pas d'une analyse théorique d'une crise, je parle d'une question, c'est qui sont les victimes. Une fois que tu sais qui sont les victimes, tu commences déjà à avoir une vision un peu plus claire de ce que peuvent être les différents belligérants et puis les comportements des uns et des autres. Et ça veut dire que contrairement à ce qu'on a pensé notamment pendant la guerre froide ou qu'on a pensé dans les décolonisations, etc., que finalement il n'y a pas obligatoirement une espèce de système qui a raison et un autre qui a tort. Voilà, donc Tout à c'est fait. un peu ça le sujet. Alors la fabrication de l'ennemi était justement consécutif à la disparition de l'URSS, c'est-à-dire, je me suis dit, mais moi j'ai travaillé pendant une dizaine d'années à fabriquer de l'ennemi, puisque mandaté pour le ministère de la Défense, on devait effectivement réfléchir à ce qu'était la menace. Et en fait, on s'aperçoit, en faisant un peu un espèce de tour d'horizon, que la fabrication de l'ennemi est un processus sociologique qui dépend de la nature de la crise, hein, selon que tu as un conflit territorial, un conflit religieux, etc. Le mécanisme décisionnel de fabrication de l'ennemi n'est pas le même. Non. Bon, sur les guerres territoriales, tu vois bien que les historiens, les géographes, les juristes sont très prééminents. Si c'est sur les guerres religieuses, ou si c'est sur les guerres civiles, tu t'aperçois effectivement que les fractures internes à une société font apparaître des gens qui vont être d'autant plus virulents que tu ne sais pas pourquoi ils ont autant envie de massacrer leurs voisins. La guerre civile, c'est horrible parce que c'est ton voisin que tu massacres, tu vois.
Et puis, pareil, dans les guerres religieuses, tu t'aperçois qu'il y a des radicalismes qui sont aujourd'hui partout, dans toutes les grandes aires religieuses, avec une caractéristique extraordinaire, c'est que ces radicalismes sont tous des radicalismes sans hiérarchie. C'est-à-dire, le type qui se lève un matin et qui dit « j'ai eu le contact avec Dieu cette nuit, il m'a dit de former une secte, et cette secte doit partir à la conquête et au massacre de l'autre. » Bon. Donc ce sont des processus sociologiques, c'est pour ça que ça m'a intéressé d'écrire ce bouquin sur la fabrication de l'ennemi. Et puis voilà, enfin, l'essentiel de la problématique. Oui, 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 non mais, non mais tu vas pas t'en tirer comme ça. Oui, si. Non, non, parce qu'évidemment, il faut l'appliquer pour nos auditeurs à tout ce qui s'est passé, effectivement, alors depuis la fin de l'URSS, certainement, mais plus encore depuis le début de ce 21e siècle, depuis 2001, depuis le 11 septembre, toutes les guerres qui s'en sont suivies, au Moyen-Orient notamment. Comment est-ce qu'on en est arrivé finalement à pouvoir aussi facilement, en fait, détruire des pays entiers avec un appareil soi-disant analytique et en tout cas politique qui plaçait clairement la menace en face et donc la nécessité, voire le devoir de faire quelque chose. Et je ne parle même pas du conflit dans lequel on est là, plus ou moins embringué malheureusement, malgré nous, qui est au cœur de l'Europe et qui nous oppose aujourd'hui d'une manière qui paraît encore plus grave presque que sous l'URSS et même pendant la décennie 90 face à la Russie. Donc voilà, c'est large, ce sont des questions ouvertes. Mais je pense qu'il faut le prendre dans le long terme. C'est-à-dire que début du XXe siècle, on est dans une espèce d'euphorie de développement, etc., mais avec déjà une espèce d'affirmation identitaire, c'est-à-dire la France est le plus beau pays du monde, et l'Angleterre est le plus beau pays du monde, et l'Allemagne est le plus beau pays du monde. Enfin, tu vois, ces espèces de nationalismes qui sont justement alimentés par ces intellectuels, qui vont tous être chargés d'écrire le roman national. Et évidemment, ce roman national, c'est de montrer qu'on a été persécuté par les autres, mais qu'en fait, on était une nation fantastique, etc., etc. Bon. Par exemple, il y a un épisode très rigolo, c'est que quand la Troisième République va imposer l'histoire comme enseignement, il y a de l'enseignement religieux aussi, en plus de l'enseignement laïque. Alors la question, c'est de savoir qui est le héros national. Est-ce que c'est Vercingétorix ou est-ce que c'est Jeanne d'Arc? Ah oui. Question importante. Vraie question. Qui est-ce qui a créé le sentiment national? Bon, tu vois, il y a des débats comme ceux-là qui, quand tu les revois a posteriori, t'amènent à cette relativité, comment dire, dans l'analyse, qui fait que, quel que soit le système d'ailleurs, tu vas avoir une espèce de... Alors ça, c'est la première phase, si tu veux, de la géopolitique mémorielle. Hein. Nous sommes un peuple élu par Dieu, ou élu par ci, ou élu par ça, enfin bref. Et donc l'ennemi, c'est l'autre. Alors l'autre, ça peut être l'Angleterre, par exemple, avant 14, rappelle-toi quand même, on s'est failli se taper sur la figure à Fashoda, mais c'est pas grave, après coup, ça a été les Allemands. Bon. Donc cette fabrication de l'ennemi est un processus sociologique qui est nécessaire effectivement à la constitution d'une identité. Heureusement, en tout cas en Europe, on est sorti de ces problématiques-là, c'est-à-dire que après la Seconde Guerre mondiale, après les dommages qu'on avait fait sur la surface de la planète, on a quand même considéré qu'il fallait se réconcilier et arrêter les bêtises. Tu sais que quand De Gaulle invite Adenauer pour parler du traité de l'Élysée, il l'invite à colomber les deux églises parce qu'il a très peur que s'il l'invite à Paris, il y ait des manifestations d'anciens combattants. Tu te rends compte de la grandeur, qu'est-ce que c'est qu'un homme d'État, quoi, un type qui effectivement pense au-delà des polémiques, etc. Bon. Donc tout ça, c'est un processus de fabrication de l'ennemi dont heureusement nous, Européens, sommes sortis, mais enfin on est en train de connaître maintenant la guerre à nos frontières, et donc ça on y reviendra si tu veux. Donc le processus reste effectivement valable. Simplement, la plupart du temps, c'est l'incident militaire qui crée ensuite les crispations. Oui, ou qui les justifie. Oui, c'est ça. Ou qui justifie, parce exactement. Que tu dis que la fabrication de l'ennemi a servi à nourrir le récit national, à construire un roman national, etc. Mais ça a surtout servi à justifier de grandes aventures tout à fait clairement impérialistes, tout à fait... voilà, au nom de, je ne sais pas moi, le devoir de civilisation, le devoir de... Tout ça a quand même beaucoup aidé. C'est-à-dire que toutes ces écoles nationalistes, donc, qui sont au début du XXe siècle, sont toutes effectivement à considérer d'abord à se poser la question des frontières. Qu'est-ce que c'est que le territoire national? Et toutes vont se dire, mais finalement, notre modèle est si beau que comment on peut l'exporter? Bon. Donc on peut l'exporter soit par la guerre, c'est une chose, soit éventuellement, quand on évite, on peut
le projeter par la colonisation. Et c'est un espèce de continuum intellectuel intéressant parce qu'effectivement, par exemple, les Belges avaient un retard à l'allumage en colonisation. Donc le roi des Belges, Léopold II, dit, essaye de convaincre, mais enfin ça ne marche pas trop, etc. Bref. Il demande à Bismarck d'organiser une conférence à Berlin sur la question de l'Afrique. Pourquoi l'Afrique? Parce que les 3 colonisations françaises, anglaises et allemandes, bon, les Français et les Anglais, on avait failli se taper sur la figure à Fashoda, mais finalement on avait reculé, mais c'était une colonisation littorale. On entrait en Afrique par le bord de mer. Et donc, les Allemands, une fois qu'ils ont rattrapé leur retard, prennent une grande partie des colonies qui sont tout à fait dans le sud, le sud-est africain, etc. Et donc, il y a un risque de conflit au centre de l'Afrique. Et Léopold II fait organiser par Bismarck une conférence à Berlin avec l'idée, mais attendez, moi je peux vous proposer une solution pour pas que vous vous tapiez sur la figure. Donnez-moi le Congo, comme ça ce sera un État tampon. Il réussit la performance extraordinaire de se faire donner le Congo à titre personnel. Ça va devenir sa propriété personnelle. Tu vois, d'ailleurs, le Congo, c'est une espèce de grosse ventre avec un tout petit débouché littoral. C'est vraiment l'exemple même. Il fallait éviter, effectivement, que Anglais et Allemands soient au contact. Donc, on fait cette petite sortie maritime. Et tout le reste, c'est quelque chose dont tout le monde se fiche, du moment qu'on a résolu un problème qui était de ne pas se battre entre Européens. Léopold II est un type assez fantastique parce que, finalement, il va exploiter le Congo à titre personnel, avec une phraséologie qui est intéressante à retenir, c'est qu'il dit « je vais lutter contre l'esclavagisme ». L'esclavagisme, c'est-à-dire ce que les Swahili faisaient dans le sud du pays, et donc il va imposer le travail forcé, qui est mieux que l'esclavage. C'est quand même assez extraordinaire. Mais comme visiblement les Congolais n'avaient pas compris l'utilité du travail forcé, il va les forcer. Et il va créer des milices auxquelles il donne des fusils, avec un nombre de cartouches limité, parce que chacun des miliciens devait rapporter la preuve qu'il avait tué un réfractaire. La preuve qu'il devait apporter, c'était une main. Il y a un bouquin qui s'appelle « Il pleut des mains sur le Congo » qui raconte cet épisode effroyable où les types, évidemment, quand il y en avait un qui avait braconné, ils tuaient n'importe qui pour ramener une main. Bon. Donc cette histoire absolument incroyable, si tu veux, est un exemple même de ces abus de la colonisation qui, effectivement, étaient acceptés par tous pour des raisons diverses, hein, ne pas se battre entre soi, etc. Bref. Et en fait, il ne restituera le Congo que dans les années 1910 à la Belgique, mais il est devenu richissime. Comme ça. Et donc, ça fait partie de ces épisodes dans lesquels l'Occident était plein de bonne conscience, hein, vraiment. On évitait la guerre, on civilisait, on luttait contre l'esclavage, etc. Donc, c'est toutes ces problématiques qui sont exposées en général avant de provoquer la guerre qui m'ont tout intéressé parce que la capacité intellectuelle d'invention pour se faire la guerre est absolument sans fond. Alors, oui, tout à fait. Et alors, maintenant, là, si on l'applique à la guerre à nos frontières? Alors, le cas de la guerre aux frontières, enfin bon, il y a un épisode avant, rappelle-toi quand même, c'est la Yougoslavie. Ah, tout à fait. Je connais bien. Une des premières crises qui va suivre. Alors, je reste une minute à une étape qui est très importante dans la constitution, de notre prise de conscience. C'est la guerre du Golfe. La guerre du Golfe, Saddam Hussein envahit le Koweït, grande démocratie devant l'éternel, et il était un ancien modernisateur quand il battait contre l'Iran, mais par contre là, c'est devenu un dictateur, c'est connu. Bon. Donc il envahit le Koweït, et coalition internationale, la Russie s'abstient, on est post-guerre froide, et donc on va faire une coalition pour aller libérer le Koweït. Alors cette guerre a plusieurs caractéristiques. La première, c'est que c'est une guerre annoncée. On laisse un préavis de 6 mois à Saddam pour se retirer. C'est sympa quand même. Mais il ne veut pas se retirer. Et pendant ces 6 mois, comme quand même toute l'attention internationale était focalisée là-dessus, viennent s'installer un certain nombre de télévisions internationales. Et à l'époque, CNN. les télés de l'époque, c'était CNN et la 5. La 5 aussi faisait de la couverture en continu. Mais comme il n'y avait pas d'information, ils en fabriquaient. Donc on trouve déjà le processus qu'on connaît aujourd'hui, c'est quand il n'y a pas d'information, c'est pas grave, on en fabrique. Quand la guerre éclate à jour J, à l'heure indiquée, etc., la guerre ne dure que 120 heures, c'est-à-dire qu'il y a tromperie sur la marchandise au bout de 4-5 jours pour battre la 4e armée du monde, c'est quand même quelque chose de très troublant. Et les Occidentaux en sortent avec l'idée qu'après tout, ils ont une telle maîtrise militaire pour avoir... Oui, c'est les grandes heures de l'arme aérienne, etc. Là, on a une supériorité totale. Et donc, on se dit, après tout, les militaires occidentaux sont tellement puissants que c'est un des outils de gestion de crise qu'on peut utiliser à toute sauce, quoi.
Alors la Yougo. Alors Yougoslavie. justement, quand la Yougoslavie éclate, ça pose un problème important parce que c'était une structure fédérale, hein, tu sais, c'était Tito qui avait imposé tout ça. Et dès sa mort commencent les différentes fissures qui vont faire apparaître un nationalisme serbe, un nationalisme croate, un nationalisme slovène, mais au milieu de tout ça, un nationalisme bosniaque. Et ça posait des problèmes parce que c'était des Slaves islamisés. Quand même, ça fait désordre au milieu du paysage. Et donc, on va envoyer des casques bleus français et anglais à Sarajevo pour empêcher la prise de Sarajevo. Mais on est convaincu que tout le monde va plier. Bon, rien du tout, personne n'a plié. On a perdu des types qui ont été tués par des snipers serbes. Enfin bref, finalement, il faut une intervention militaire des Américains pour que le bombardement à Belgrade provoque la fin du conflit. Donc, on est un peu redescendu sur Terre, quoi. On s'est rendu compte que la simple apparition de casques bleus ne suffisait pas à calmer tout le monde. Tu parles du bombardement à Belgrade, mais... À la fin du conflit, oui. En 99 quand se pose la question du Kosovo. Ah oui, bien sûr, mais ça c'est... Oui, mais on l'a largement nourri, la question du Kosovo. Ça fait rien. Parce qu'il y avait déjà eu Dayton, il y avait déjà eu la fin, il y avait déjà eu un accord, il y avait déjà eu... Simplement, la Serbie ne pliait pas. Ben oui, c'est ça. Et Milosevic était toujours là, et il fallait faire quelque chose, en fait. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'entre la bonne conscience qui pensait qu'en envoyant des casques bleus à Sarajevo, on allait résoudre quoi que ce soit, on s'aperçoit qu'il faut de toute façon une arme de supériorité, en l'occurrence ça a été le bombardement, et donc pour aboutir à la fractionnement encore supérieur qui est finalement celui de l'existence du Kosovo. Bon. Donc on n'est plus... Évidemment, pendant un temps d'ailleurs, j'en ai parlé je crois avec Védrine, il me disait que Mitterrand hésitait parce qu'il se disait le modèle Titi, il a l'avantage d'avoir assuré la stabilité. Ben oui, il avait... Est-ce qu'on l'encourage ou est-ce qu'on essaye de le soutenir? Tu vois, donc il y a eu toutes les hésitations du début dans lesquelles on ne savait pas trop bien ce qu'il fallait faire. Personne d'ailleurs ne savait ce qu'il fallait faire. Et donc au bout d'un certain temps, c'est la réalité du terrain qui l'a emporté, quoi. Et il y avait déjà beaucoup de désinformation. Moi je m'en souviens, j'ai quand même passé beaucoup de temps là-bas. On avait déjà les chaînes, là encore plus, après le Golfe, les chaînes en continu, les Amanpour qui attendaient que les obus tombent au bon endroit, bon angle, avec leurs caméras mises en place la veille, n'est-ce pas, des bombardements, Marc-Allais 1, Marc-Allais 2, enfin on a eu tous les false flags, tous les faux drapeaux, tout ça était déjà... Ça a été un grand théâtre d'expérimentation de beaucoup de choses, la Yougoslavie. Mais il n'y a pas de planification, c'est-à-dire qu'on est dépassé par les événements. On est dépassé parce qu'on n'a pas les moyens intellectuels de penser quelle est la bonne solution. Le massacre se passe sur le terrain, puis après tout, il est à distance quand même, le massacre. Il n'est pas... après tout, ça peut rester limité à la Yougoslavie. Il y a d'autres enjeux. Il y a nous renouer des liens entre la France et l'Allemagne après la réunification. Il y a déjà... l'idée de la monnaie commune, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a les investissements allemands sur la côte d'Almaty. Il y a quand même... C'est-à-dire que le fait de laisser d'enquister la crise est une manière de permettre le temps de s'occuper d'autres... Exactement. Et en même temps, tu te dis, mais il n'y a pas de justification réelle à envoyer des masses de militaires pour mettre de l'ordre. Donc tu vois, on est déjà dans le basculement post... Enfin là, il y avait encore un mandat. Là, maintenant, on en est à un conflit où il n'y a même plus de mandat. Ah oui, d'accord, mais il y a d'autres étapes. La Fort Pronu, elle existait. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, cette Fort Pronu était équipée de moyens militaires qui ne lui permettaient pas de se faire respecter. Voilà. Donc, absolument. C'était du il y a d'autres épisodes comme ça qui sont intéressants à rappeler parce que la Somalie, par exemple, est provoquée par une espèce de dénonciation de pillage d'aide humanitaire par les chefs de guerre somaliens. Bon, donc, ça, c'est vraiment scandaleux. Ce n'est pas vraiment un enjeu stratégique. Non. Mais on est convaincu que le moyen militaire est un moyen de résoudre la question. Donc, tu connais la suite. On envoie par un mandat international, arrivent des contingents divers, dont des participants des Américains qui disent « Mais nous, il nous faut le port de Mogadiscio pour vraiment apporter de l'aide humanitaire sérieusement, en quantité. » Pour ça, il faut prendre la ville de Mogadiscio, tenue par un chef de guerre qui s'appelle Aïdid, qui lui avait l'expérience de la guerre. Et donc, ils les attendaient. Quand ils arrivent avec leurs hélicoptères pour une opération commando hollywoodienne, il en abat 2, il y a 20 types qui sont tués. Les Américains se sont retirés sans même nous informer qu'ils se retiraient, sans même informer les Français et les autres contingents qui se retiraient. Et commence un principe important, c'est que aucune crise africaine ne justifie la mort de GIs. Voilà. Donc, tu vas avoir ce repli des Américains qui tiendra pratiquement jusqu'en septembre. C'est-à-dire que les Occidentaux sont face à les Européens sont face à leurs responsabilités, mais avec quelque chose qui est, les Américains sont beaucoup moins allants.
On fait quand même une vingtaine d'opérations militaires dans cette décennie 90. Oui. Des interventions diverses avec des modalités plus ou moins légères, mais en tout cas, toujours cette idée qu'on a une mission. Tu peux demander aux belligérants s'il y a une mission, mais il n'y a aucune qui a marché. Je veux dire, c'est pas... Et donc le basculement important, c'est effectivement le 11 septembre, et là on va se retrouver dans un nouveau contexte complètement différent, qui est effectivement celui qu'on connaît, c'est-à-dire cette fois-ci les Américains veulent une guerre. Il faut une guerre pour compenser le traumatisme multiple. Ils étaient quand même censés connaître un peu Ben Laden, qui avait été leur intermédiaire pour l'Afghanistan. Il a quand même été capable de mobiliser des kamikazes pour faire des opérations dans des détournements d'avions civils. Enfin, tous les éléments y sont. Et puis, évidemment, cette mondovision où tout le monde a assisté à la destruction des Twin Towers. Le choc est d'autant plus fort aux États-Unis que c'est un pays qui n'a jamais connu la guerre sur son territoire depuis la guerre de sécession. Le dernier ancien combattant de la guerre de sécession est mort en 1955. Donc, effectivement, tout le reste, ce sont des gens qui ont fait des expéditions lointaines et qui peuvent éventuellement en parler. Mais là, le choc est direct. Et c'est là que se trouve un des tours de passe-passe les plus extraordinaires dont on souffre encore aujourd'hui. C'est que dans le discours sur l'état de l'Union qui va se passer en janvier 2002, George Bush invente ce concept extraordinaire qui est la guerre globale contre le terrorisme. Contre la terreur, oui. Oui, il dit la terreur, ça fait plus sérieux. Oui. Et puis, ça, c'est assez extraordinaire, parce qu'encore une fois, le terrorisme, c'est un moyen d'action, c'est pas un ennemi. Absolument. Mais enfin, il arrive à convaincre qu'il faut faire une guerre globale contre le terrorisme. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il désigne 3 pays cibles qui n'ont rien à voir avec les attentats. Donc, on est quand même en droit de se demander qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, c'est là que la fabrication de l'ennemi est explicable, parce que tu as effectivement une conjonction de 2 courants politiques et idéologiques derrière. Les néo-évangéliques américains, qui sont la version radicale du protestantisme américain, et puis les néoconservateurs qui disent, bon, de toute façon, maintenant, l'Amérique est seule puissance, donc quelles sont les méthodes et les moyens pour garder cette suprématie absolue? L'URSS est en pleine crise, enfin l'URSS a disparu, elle est en crise. Bon. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a des ressorts internes de fabrication de l'ennemi qui sont sans contact particulier avec l'objet lui-même. Ouais. L'important, c'est qu'il y ait une réaction. Et je suppose qu'autour de Brejnev, en 1979, ça devait être pareil. Vous inquiétez pas, chef, l'Afghanistan, c'est pas un problème, on va faire ça vite fait, l'armée rouge, etc. Bon, 10 ans. Nous, on va y aller 20 ans. Et au bout du résultat du compte, tu as le retour des talibans. Donc ça reste quand même quelque chose qui mérite examen. Alors, moi, l'analyse que j'en fais... Quel est l'objectif, finalement? Il n'y a pas d'objectif. L'objectif, c'est démonstratif. Non. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. C'est qu'avant de s'engager militairement, il faut mieux connaître la situation sur le terrain. Ça paraît un principe de prudence, mais pas du tout. Là, il fallait une guerre, donc de toute façon, c'est pas grave. L'Afghanistan, c'est évidemment un pays que les coalisés allaient facilement résoudre. Moi, je suis allé en Afghanistan, avant les soviétiques, quand même. Quand tu es en Afghanistan, bon, Kaboul était une ville tout à fait banale, quelconque, etc. Mais c'est surtout que quand tu te balades dans le pays, tu t'aperçois qu'à chaque fois que tu changeais de vallée, tu changeais d'ethnie. Ça veut dire que c'est un pays qu'on appelle une zone de refuge au sens géopolitique du terme, parce que tous les empires environnants avaient pourchassé des minorités qui toutes se sont réfugiées en Afghanistan. Et c'est pour ça que ça a cette forme bizarre avec cette espèce d'ombilique qui fait que ça sépare quelques empires comme ça. Bon. Et donc, tu peux toujours prendre la capitale, tout le monde s'en fout. Simplement, le problème, il commence à ce moment-là. Or, pour nous, si tu dis j'ai pris la capitale, tout le monde doit déposer les armes. C'est pas sérieux, quoi. On fait la guerre sérieusement. Eh bien, pas du tout. On a mis 20 ans et avec les mêmes problèmes qu'avaient connus les Russes, c'est-à-dire qu'effectivement, il était toujours possible de créer un gouvernement fantoche, ça quand même, c'est pas un problème. Mais par contre, le problème, il ne faisait que commencer à ce moment-là. Donc, tu t'aperçois que, encore une fois, cette espèce d'euphorie qu'on avait tirée de la guerre du Golfe s'est transposée dans différentes interventions et évidemment, elles ont été... Ce moyen militaire a été d'autant plus légitimé après le 11 septembre, mais à chaque fois, ça s'est terminé par un échec. Oui, mais enfin, on peut dire que c'est un échec ou une victoire selon l'objectif initial. Est-ce que l'objectif est juste de vendre la guerre pour faire une guerre parce qu'on doit réagir et qu'on s'imagine que ça va être une promenade de santé? Ou est-ce qu'on a d'autres intérêts? Des intérêts énergétiques, des intérêts économiques, des intérêts de diviser une région, des intérêts de la morceler, si on regarde la Syrie, si on regarde après.
la Syrie, la Libye, Si tu veux, il y a quand même des intérêts au moins énergétiques assez clairs, oui, mais énormes. si tu veux, ce qui m'a frappé, moi, pour avoir participé à certaines décisions, prises de décisions comme ça, c'est que l'émoi est aussi important que l'analyse stratégique. C'est-à-dire, s'il faut une guerre, ensuite on va trouver des raisons de la faire, Oui. mais je ne suis pas convaincu qu'on parte d'une analyse avec de la cartographie, etc. D'autant que comme il n'y a plus l'URSS, si tu veux, par exemple les ministres de la Défense que j'ai vus, il y en a beaucoup qui prenaient une décision en se disant mais si j'envoie du militaire, est-ce que je gagne des voix quoi? Tu vois, le raisonnement était tout à fait banal. Et encore une fois, l'examen même de la crise ne les intéressait pas. Si on leur avait dit en Afghanistan, faites gaffe, vous avez tort, vous allez voir, vous allez vous planter, ils auraient tous dit, mais enfin, vous vous rendez compte, c'est pas sérieux, l'Afghanistan, l'armée rouge, l'armée américaine, etc., etc. Non. Somalie, pareil. Somalie, aujourd'hui, tout le monde s'en fout de la Somalie. Ah oui, Ça veut donc dire que ce n'était pas un enjeu stratégique, c'est un enjeu médiatique. non, mais moi je pense quand même à l'Irak et à la Syrie, et je me dis que quand même, les ambitions des chefs d'État qui étaient Saddam Hussein ou Muammar Kadhafi, notamment en matière monétaire, notamment contre le dollar, notamment en matière de nationalisme arabe, en matière d'unité arabe, ils avaient quand même des idées pour leur continent qui n'étaient pas de bon augure pour le maintien d'une dépendance et Oui, d'une mais prédation, bien sûr, si tu occidentale veux, et américaine en l'espèce. si tu veux, il se passe dans le monde arabe deux phénomènes qu'on ne lit qu'à travers notre vision géopolitique du monde. Ben, le premier, c'est le socialisme arabe. C'est-à-dire le socialisme arabe, c'est-à-dire c'est Nasser, Kadhafi, Boumedienne, Assad, etc. C'est-à-dire des formes évidemment de modernisation autoritaire, c'était évidemment tous des dictateurs. La diplomatie religieuse de l'Arabie saoudite, qu'à l'époque on considère comme un grand allié, puisque tu sais, la religion est un obstacle au communisme, c'est connu, va commencer à construire une rivalité avec Nasser, avec l'Égypte de Nasser. Évidemment, puisque Nasser disait les Israéliens feraient mieux de s'occuper de l'Arabie saoudite que de s'occuper de l'Égypte, etc., parce qu'effectivement, c'est là-bas que se passe. Les Saoudiens construisent un modèle parallèle et opposé à celui de l'Égypte. La grande université islamique, à l'époque, c'était Al-Azhar au Caire. Les Saoudiens créent l'université islamique de Médine, avec quelques avantages factuels, c'est-à-dire que les mecs avaient non seulement une pension, mais ils étaient logés en plus, tandis qu'à Al-Azhar, ils devaient se débrouiller. Il va donc attirer un certain nombre d'élites musulmanes, d'autant qu'on est dans la vague, si tu veux, d'indépendance. Par exemple, l'Algérie n'avait pas de cadre religieux. Et donc, quand l'Arabie saoudite propose de les former, tu penses bien qu'ils ont accepté. La suite, tu la connais, c'est que tous ces types sont revenus, ils ont diffusé le salafisme en Algérie, qui n'était pas du tout la pratique religieuse dominante, et donc avec les 10 années de guerre civile interne, de guerre religieuse interne. Donc, en fait, on était, nous, à se dire, bon, si c'est l'Arabie saoudite, c'est tranquille, c'est un allié, la religion, etc. C'est-à-dire, tu vois, c'est cette espèce d'aveuglement qui fait qu'on ne regarde pas la chose par le bas, on la regarde par le haut. C'est-à-dire, on fait comme si c'était une partie de Monopoly. Et puis ensuite, on découvre que ce n'est pas tout à fait ça. Donc, l'Arabie saoudite, sa première souci, c'était justement de diffuser un peu partout des imams formés chez eux, et puis d'empêcher, si tu veux, la diffusion du socialisme arabe vers le sud. Donc, tu te retrouves avec une kyrielle de types formés à Médine qui vont, en quelque sorte, baliser tous les pays du Maghreb. Donc, encore une fois, tu te dis, mais quel était le danger principal? Moi, j'aurais tendance à penser qu'il valait mieux Nasser que le roi d'Arabie saoudite. Mais non, à l'époque, on a considéré que c'était le roi d'Arabie saoudite qui était le grand allié auquel il fallait effectivement accorder. Alors là aussi, on est dans un problème énergétique, effectivement. Tant que l'Arabie saoudite fournissait, ça produisait une grande liberté vis-à-vis des autres. Voilà, donc c'est facile a posteriori de se dire quelles erreurs extraordinaires, mais en même temps, quand on est dedans, quand on est proche du système de décision, on s'aperçoit qu'il y a très peu d'hommes d'État. Il y a très peu d'hommes d'État, c'est du gagne petit, le mec, quand on fait une composition de gouvernement en France, ben, on dit il faut du ci, il faut du ça, il faut dire bon, tiens, à qui on donne la défense, etc. Tu vois, c'est une espèce de jeu de rôle comme ça qui fait que l'adéquation entre l'homme et la mission n'est pas le véritable. Moi, j'ai vu que deux hommes d'État assez fonctionnels, c'était
C'était Jox, Jox et Chevènement, et puis Léotard aussi, c'est-à-dire de gens qui effectivement s'intéressaient au sujet avant de décider. Ça peut aider. Hein, C'est bien quand même. Ça peut aider. Oui, c'est bien, c'est intéressant. Ouais. C'est vrai. C'est vrai peut que c'est aider. assez rare. Bon, alors, avant de parler de ce que tu essaies d'expliquer là, Ouais. la fabrication de l'ennemi sur la guerre contre la Russie, la menace russe. Ouais. Parce que là, quand même, on est Ouais, en plein dedans. ouais. La menace russe, on a l'impression qu'on est au bord, littéralement, de se faire envahir Ouais, par c'est la vrai. Russie. C'est quand même Non, là. attends un peu, attends. On se reverra. Oui, non, mais moi, je Non, n'y crois pas une ce qui est demi-seconde. intéressant- Mais voilà. Ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que il y a 3 moments extraordinaires dans le XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Premier mouvement, c'est le traité de Versailles. On commence à découper les empires. Ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, Yalta, le partage du monde. Et immédiatement commencent les guerres de décolonisation. C'est-à-dire que tu vas avoir un nombre d'acteurs absolument incroyables qui vont apparaître. J'en ai compté moi de 70, mais j'en ai probablement raté un certain nombre. C'est-à-dire d'acteurs nouveaux qui, à chaque fois, tous ont intérêt à se créer une identité. Cette identité de préférence est vengeresse contre l'Ancien Empire. Oui. Ça marche quand même de ce côté-là. Et puis, évidemment, de temps en temps, aussi vengeur à l'égard de l'Occident, qui reste la puissance dominante, surtout après la disparition de l'URSS. Alors, le cas de Poutine est intéressant parce que Gorbatchev prononce la dissolution. 15 États nouveaux, ça fait désordre hein, quand même. 15 États nouveaux, qui étaient les résultats des conquêtes impériales, hein, donc tsaristes. Donc, c'est pas grave, après tout, ils ne sont pas vraiment russes. On se pose des problèmes quand même, que c'est que d'être russe, parce que quand même, même à l'intérieur du territoire, tu as des tas de minorités, mais enfin, Bien sûr. ils n'utilisent pas une définition de purification ethnique, si tu veux, comme on le fait dans beaucoup de pays. Mais toujours est-il que, effectivement, cet éclatement se fait dans le désordre le plus total. Gorbatchev est victime d'un coup d'État militaire. C'est Yeltsin qui arrive à sauver la baraque. Mais Yeltsin, comme on le sait, était un espèce d'ivrogne qui allait aux conférences internationales complètement bourré. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une crise extraordinaire en Russie à cette époque-là, avec des pensions qui ne sont plus payées, avec de l'alimentation qui n'arrive plus, des gens qui font la queue devant les magasins, etc. C'est-à-dire, ça rappelle vaguement le souvenir de l'Allemagne après Versailles. Tu vois, c'est-à-dire que le vaincu, il n'y a qu'à payer. Mais le problème, c'est que le vaincu, quand il paye et que la population souffre, si tout à coup apparaît un sauveur, après tout, ils adhèrent au discours du sauveur, surtout si le sauveur lui commence par taper sur les oligarques, etc. etc. Donc c'est étonnant de penser qu'on ait pu, si tu veux, revivre la même situation à 50 ans de distance sans jamais réussir à se dire mais attendez, il ne faut surtout pas que la Russie dérive. Enfin. Et donc on est dans cette situation que tu connais où Poutine est évidemment aujourd'hui un espèce de pendant de Trump. Pourquoi le pendant de Trump? Parce que Trump dit « Make America Great Again ». Donc, il fait référence à une époque passée où l'Amérique était grande. Mais Poutine, il fait pareil. Il dit « Make Russia Great Again ». C'est-à-dire, il dit la Russie était effectivement à des légitimités. Et donc, parmi ces légitimités que Poutine va imposer, c'est retrouver la dignité nationale, la fierté nationale. Rappelle-toi quand même que la Russie avait pris une raclée en Tchétchénie. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire l'armée rouge avait pris une ouais. raclée en Tchétchénie. C'est-à-dire, tu te dis, mais alors finalement, qu'est-ce que c'était que cette espèce d'énorme système qui bouffait une grande partie des ressources, etc. Et donc, Poutine va jouer sur la corde nationaliste et le sursaut, la nécessité de se faire respecter, etc. Dans lesquels il écrit d'ailleurs un bouquin, il l'a signé, je ne sais pas si c'est ce qu'il a écrit, mais dans lequel il explique que depuis tout temps, les Occidentaux voulaient la mort de la Russie, la piller, etc. etc. C'est pas faux, c'est quand même ce qui s'est passé dans les années 90. Oui, les oligarques étaient le bras armé de cela, en grande partie. La première génération, entre guillemets. Oui, mais travaillait ce qui est quand intéressant, c'est que lui aussi réfléchit sur le temps long. Ah, totalement. Il dit Napoléon est arrivé jusqu'ici. Ah oui, tout à fait. Quand tu penses que les mecs sont venus sans équipement de défense d'hiver et qu'ils ont marché à pied depuis Dunkerque jusqu'à Moscou. Mais la figure de Napoléon en Russie est très, très aimée. Non, elle est très admirée. Elle est admirée, oui. Non, mais ils ont bien conscience qu'ils l'ont envoyé dans ses buts. Mais il a ce côté conquérant, même si c'est un conquérant in fine malheureux et humilié.
Oui, mais c'est moi, une la victoire question que je aimée. me pose, c'est Ah. pourquoi est-ce que Napoléon est encore admiré en France? C'est-à-dire, c'est un En France, conquérant. il n'est pas admiré. En Bon, France, arrête, tu rigoles. on n'a même Tous pas les été boulevards capable de faire périphériques, c'est le son. boulevard des Non, mais Maréchaux. d'accord, mais enfin, Tu as on va pas la se mettre à les. panthéonisation. Non, non, non. On va pas se arrête, mettre à arrête. les, C'est une à les mythologie. rebaptiser. C'est une Son mythologie. bicentenaire a été revu, Oui, mais ça a été la parce que- portion congrue, Parce ça a que été il scandaleux. était, sans le projet, la version antisémite, il était le belligérant de toute la première moitié du 19e siècle. Il a découpé des morceaux pour les filer à ses Mais il frères. n'a pas Enfin, je veux fait dire, il y a que un ça. côté. Oui, mais il n'a pas fait que ça. Il a aussi structuré en grande partie l'État. Ça a été aussi un grand créateur, un Ah grand bah, je dis pas le contraire. organisateur, un grand. Je ne dis pas le contraire, mais tu sais, Trump, Un il grand dit aussi que Hitler structurant a pour fait la de bonnes France. choses. Qui donc Trump aussi dit que Hitler a fait de bonnes choses. Oui, non, mais Trump, c'est encore Tu un vois autre ce que je veux sujet. dire? Donc revenons à Non, non, mais Poutine. c'est pour dire que le regard sur ton héros national et le regard que les autres peuvent porter sur ton héros national peuvent être très différents. Donc Bien on sûr. devrait avoir, si tu veux, à l'égard de Oui, mais Napoléon. pourquoi on aurait de la repentance, hein? Alors oui, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que Ça va nous faire une transition de Ah, rêve. mais- c'est une autre chose. C'est-à-dire que Moi, j'ai aucune les guerres repentance, napoléoniennes, ce personnellement. n'était pas un problème. Il y avait une bataille, tu as perdu, c'est fini, on signe la paix. Donc c'était une affaire de militaire. Et il a fait plein de victoires, etc. Bah Même oui. quand il est à Iéna où il s'est match nul, il dit quand même c'est moi qui ai gagné, etc. Un grand Donc classique. il avait un très fort outil propagandiste, si tu veux, qui faisait que tout était raconté à sa façon. Bon, tu sais que par exemple, pendant la retraite de Russie, on lui apprend qu'il y a un complot qui se prépare à Paris, il monte sur son cheval, il s'en va, il abandonne l'armée. Bon, et il va avec 600 000 morts quand même. Hein. Bon. Donc le personnage, si tu veux, on pourrait avoir une distance beaucoup plus critique, encore une fois, vis-à-vis de ce qu'a été cette période où on considère que la victoire militaire est suffisante pour valoriser un individu. Je suis d'accord avec toi, il a fait d'autres choses, d'accord, mais quand même. Moi, je crois que la grande différence. Pardon, Ouais. je t'interromps. La grande différence entre un Poutine dans sa manière de concevoir l'histoire de la Russie à travers les âges, Ouais. avec tous ces tableaux, les plus sombres, les plus glorieux, les plus Ouais, extraordinaires, les plus infâmes, c'est ça qui donne cette force et cette cohérence. Et nous, au contraire, on est là à essayer de démonter les quelques idoles qu'on a. Voilà, Non, je crois il n'y en pas. a qu'un seul qui trouve encore un peu grâce et qui est récupéré par tout le monde, c'est encore le général de Gaulle. Ouais. Voilà. Mais pour le reste, on est là, on se cherche sans arrêt, mais qu'est-ce qu'on a bien pu faire? On bat notre coulpe, etc. Moi, Alors- ce qui m'avait frappé, c'est en 2014, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Sochi, Ouais. absolument Mhm. magnifique, bon, mais qui retraçait toute l'histoire depuis Ouais, ouais. les confins, depuis les origines de la Russie jusqu'à Ouais. 2014, avec des tableaux incroyables aussi sur les périodes sombres, sur le stalinisme, sur la guerre, enfin, c'était une espèce de fresque ahurissante, Ouais. mais pas du tout, on n'était pas comme nous aux Jeux Olympiques avec Marie-Antoinette, sa tête dans les mains sanguinolente. Hein. Ils ne sont pas allés là, tu vois. Ils Oui, n'ont oui. pas détruit leur propre histoire. Ils l'admettent, ils l'assument, ils la prennent comme elle est, et ils continuent de créer. Non, je suis d'accord. Mais juste, je reviens une minute sur le Napoléon. Donc c'est simple, on fait une bataille, t'as perdu, c'est fini, on signe la paix, etc. Donc les guerres napoléoniennes sont des affaires de militaires. Ouais. Qu'est-ce qui change avec la guerre de 14? C'est que justement, là, on pense que ça va être aussi une affaire de militaires. Rappelle-toi l'enthousiasme, La fleur au fusil. ouais. Ouais. Narberlin, etc. Ouais, etc. c'est ça. Bref. Et en fait, après les premières offensives où nos militaires, toujours très éclairés, balancent les types sur des mitrailleuses, donc il y a une journée où il y a eu 14 000 morts, par exemple. Tu te dis, bon, et finalement, on s'enterre, et puis ça n'est pas du tout le scénario qu'on imagine, c'est la guerre des tranchées, des types qui vont souffrir, etc. Mais avec quelque chose de très important, c'est que la guerre se limite à la zone de contact. Ouais. Et derrière, il y a l'arrière qui vit bien, etc. etc. Donc cette guerre est un profond traumatisme. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que justement, les intellectuels se disent, mais enfin, si ce système-là n'est capable que de provoquer ce genre de guerre, c'est que fondamentalement, il ne va pas bien. Et donc, beaucoup des intellectuels de l'entre-deux-guerres, dont Sartre d'ailleurs, vont céder à ces utopies laïques du milieu du XXe. C'est-à-dire ceux qui vont devenir fascistes, ceux qui vont devenir nazis, et ceux qui vont devenir communistes.
La différence essentielle, c'est qu'effectivement, après-guerre, autant le procès du nazisme et du fascisme était établi, avec le procès de Nuremberg, tout ça, autant, si tu veux, il y a encore une espèce d'admiration pour l'URSS, puisque c'était la grande nation victorieuse. Et donc les communistes continuent à constituer une force politique significative. Importante, Bon. oui. Et donc, tu vois comment finalement, dans une mémoire collective, la réalité importe moins que, enfin en tout cas même chez nos intellectuels, que l'idéologie ou la théorie. Je te dis, Sartre, qui va 10 fois en URSS, qui ne voit même pas un goulag, ça veut dire que vraiment, il était pris en main, quoi. Moi, je me souviens, j'étais à Pékin quand j'ai fait le stage de l'ENA. Tu avais toujours des hommes politiques qui arrivaient, qui étaient très fiers d'être invités à Pékin et qui venaient t'expliquer la Chine. Tu vois ce que je veux dire? Cette absence totale de modestie qui fait qu'au lieu d'écouter, au lieu d'essayer de comprendre, on t'explique comment il fallait faire pour... Alors, comme les diplomates sont des gens qui sont en général assez souples, ils écoutaient très gentiment, très poliment, etc. Alors qu'il y avait des sinologues, des gens qui parlaient parfaitement le chinois, etc. Mais c'est pas grave. C'était le rapport de la France. Tu sais bien que la Terre est plate et que la France en est le centre. Donc, on a des hommes politiques qui repartent comme ça. On en a toujours. Oui, oui, mais la rotondité a quand même commencé à prendre le dessus, quoi. Mais donc, tu te rends compte que, par exemple, regarde, aujourd'hui, les Américains, donc, qui estiment que l'Union soviétique ne pèse plus beaucoup, considèrent que la menace, c'est la Chine. Et alors tu dis, mais la menace de quoi? C'est un pays qui a fait une fois une guerre contre le Vietnam. Ah, mais ils occupent le Xinjiang. Ah oui, ah oui. Mais vous savez que les Ouïghours, ils ont fait un attentat à la voiture piégée dans plein centre de Pékin, devant la cité interdite. Alors, c'est des bons ou c'est des mauvais terroristes? Ah non, non, attendez, vous ne confondez pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on reconstruit les mêmes concepts, si tu veux, selon les circonstances. Autre exemple, si tu veux, qui est très peu connu. Au moment où, donc, après la déclaration Balfour, on va décider de créer l'État d'Israël. Bon, tu sais que ça, géographiquement, ça a pas mal bougé. À un moment, on a envisagé en Ouganda, enfin bref. Mais enfin, quand même, après-guerre, les partis politiques juifs vont imposer que ce soit Israël. Alors, comment ça se passe? Ça se passe avec une campagne terroriste. C'est-à-dire que le groupe Stern va faire l'attentat de King David pour faire disparaître l'occupation anglaise. Les Anglais étaient mandataires en attendant la mise en place d'un État nouveau. Ils vont tuer quelques dizaines d'officiers anglais. Les Anglais disent, bon, écoutez, nous, c'est comme la Somalie. Nous, on n'a pas de raison de perdre du monde. On en a suffisamment perdu pendant la guerre et donc on se retire. Deux des chefs d'État du groupe, deux des leaders du groupe Stern qui ont fait des attentats deviendront premiers ministres d'Israël. Donc je reviens toujours à ma question, le terrorisme n'est qu'un moyen d'action, et donc y a-t-il du bon et du mauvais terrorisme? Or tu vois bien que la discussion est complètement figée sur ce sujet-là. Absolument. Il suffit que tu qualifies l'autre de terroriste, c'est fini, il a perdu la partie. Et ça, je suis toujours fasciné par le fait de cette limitation intellectuelle dans ce débat. Enfin bon. C'est de l'instrumentalisation sémantique. C'est de l'instrumentalisation sémantique. C'est-à-dire, c'est oui, celui mais il y a des gens qui sont convaincus, si tu veux. Il y a des gens qui sont vraiment convaincus. Moi, regarde le cas de l'Algérie. Ils arrêtent Boualem Sansal au prétexte de terroriste. Tu vois ce que je veux dire? S'il y a bien un pays qui devrait la fermer sur le sujet, c'est bien celui-là. Parce que justement, eux, ils vont valoriser leurs propres terroristes, entre guillemets, comme les martyrs. Mais attention, on ne va pas confondre ceux-là avec les autres. Alors voilà, nous y sommes. Nous y sommes. Nous y sommes. Alors, donc, cette repentance, je reviens sur nos intellectuels, si tu veux, c'est de dire, oui, effectivement, enfin, 2 guerres mondiales, une vingtaine de guerres de décolonisation, il y a de quoi quand même se sentir mal à l'aise. Et donc, l'idée qu'après tout, l'homme blanc est responsable de beaucoup des difficultés du XXe siècle est une idée qui n'est pas fausse non plus, tout à fait. Mais en face de ça, et tu le vois déjà avec la création de l'État d'Israël, c'est que pour la première fois, on va considérer qu'une population massacrée a droit à compensation. C'est-à-dire qu'on crée l'idée que finalement, si tu as été victime et victime reconnue, tu es en droit de demander une réparation. Tu parles là d'Israël? Et là, je parle d'Israël parce que c'est la première fois que justement on réalise qu'une population massacrée a droit à une compensation. Y compris aux dépens des autres. Ah ben oui, bien sûr, puisque eux, ils ont eux-mêmes créé leurs propres victimes qui, elles, n'ont droit à rien, puisque les Palestiniens ne peuvent pas réclamer une Palestine. D'ailleurs, tu le vois avec Gaza. Donc, si tu veux, de même que quand tu vas avoir les guerres de décolonisation, il y a tout un discours de la victimisation, par exemple chez les Algériens, pour expliquer qu'effectivement, la France doit ci, doit ça, etc. Alors, le problème, tu le connais, c'est que l'essentiel des frontières africaines sont des frontières dessinées par les Occidentaux. Il y a 2 régions du monde dans lesquelles les frontières sont rectilignes. C'est effectivement le Moyen-Orient, parce qu'il y a eu
les accords du traité de Versailles, quand on a découpé l'Empire ottoman, et puis en Afrique où il y a la décolonisation. Tu sais que par exemple, nous on était des gros propriétaires de l'Afrique occidentale et de l'Afrique équatoriale française. Gros morceaux gigantesques. Quand on est dans la phase de décolonisation, on a payé l'Algérie, l'Indochine, etc. On accorde l'indépendance aux États africains, mais pareil, il n'y avait pas d'État africain. Donc on fait du découpage nord-sud. C'est le plus simple. Avec une règle et un grand crayon rouge, on fait une frontière. Quand j'étais au ministère de la Défense, un jour, il y a un ministre, sur lequel je reviendrai, qui nous pose une question en disant « Comment peut-on résoudre la crise tchadienne ?» Tu vois l'intérêt de la question. On avait transformé la question en disant « Pourquoi, depuis 40 ans, nous ne cessons de résoudre la crise tchadienne ?» Tu vois comment on avait retourné là. Parce que, quand tu regardes le cas du Tchad, tu t'aperçois que dans le découpage postcolonial, on a réussi dans un même pays à réunir un réservoir à esclaves, des royaumes esclavagistes et des trafiquants d'esclaves. Ça ne fait pas une identité nationale, tu vois, ce n'est pas une identité consensuelle. Et la problématique de la crise tchadienne ne s'explique que comme ça. C'est-à-dire que tu as régulièrement un mec qui va prendre le pouvoir, etc. C'est moins sensible dans d'autres pays, parce que peut-être que le flux était moins fort que, j'en sais rien. Enfin, toujours est-il que, effectivement, tu te dis, on croit qu'en tant qu'ancienne puissance coloniale, puisque nous sommes ancienne puissance coloniale, nous devons participer à. Non, il y a des crises sur lesquelles on n'a aucun moyen d'action. Voilà, donc les militaires sont obéissants, ils y vont, mais il n'y a pas un homme politique qui va s'arrêter pour dire peut-être qu'on n'a rien à faire, ou en tout cas pas de cette manière-là. Voilà. Donc c'est ça qui m'a amusé, parce que je trouve que c'est pour ça que je sors ce bouquin l'année prochaine, c'est-à-dire que vraiment les hommes politiques ne s'intéressent pas, surtout depuis la disparition de l'URSS, ils ont le choix de la crise, il y en a 400 à la surface de la planète, donc il y a un choix ouvert, et ensuite ils pensent en fonction de leur propre agenda, et non pas en fonction de la nature de la crise. Et comme les militaires sont obéissants, ben, ils y vont. Tu veux que je continue ou c'est pas la peine? Si, si, non mais... Et donc dans la victimisation, c'est devenu un argumentaire, tu le vois, notamment en particulier chez les musulmans, qui sont aujourd'hui tous à expliquer que depuis tout temps, ils sont victimes, etc. Mais quand tu regardes par exemple le salafisme, donc, qui est une création de l'Arabie saoudite, ce salafisme-là a créé la crise algérienne dans laquelle la France n'a aucune responsabilité, ça va durer 10 ans et 100 000 morts, tu peux t'amener à revoir ton système stratégique. Mais surtout, le salafisme, en tout cas le djihadisme, tue plus de musulmans que de non-musulmans. Alors tu devrais te dire, plutôt que de s'occuper de la France, non. Ils préfèrent effectivement une espèce de reconstitution consensuelle en disant que c'est l'autre, le tiers, si tu veux, l'ancien colonisateur qui est responsable. Mais enfin, quand tu regardes la carte des attentats, que ce soit dans les pays arabes, au Moyen-Orient, etc., il y a plus de musulmans qui sont tués par attentats terroristes que d'occidentaux. Et donc, quand j'avais écrit le bouquin sur les radicalismes religieux, j'avais sous-titré « Désislamiser le débat ». Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que les musulmans qui sont victimes de radicalisme religieux, évidemment, puisque c'est nous qui sommes la cible. On peut comprendre que ce soit... Que ça c'est intéressant, parce qu'il y a, comme tu dis, toutes les religions ont finalement leur forme de radicalisme. Oui, absolument. C'est peut-être là-dessus qu'on pourrait... Absolument. Et alors, si tu veux, ceux qui sont les moins connus, c'est évidemment le bouddhisme et l'hindouisme. Bon, l'hindouisme, c'est très intéressant parce que dans le début du siècle, tu as un type qui s'appelle Savarkar qui va écrire une espèce de « Who is Hindu ?» Il va essayer de définir ce que c'est que l'hindouité. Et en fait, il dit il faut reconnaître la mère patrie, il faut reconnaître la religion, etc. Donc il pose des conditions, mais qui évidemment ont un petit problème, c'est que tu as 120 millions de musulmans dans le sous-continent. Donc. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand Gandhi milite pour l'indépendance, se pose la question de savoir justement qu'est-ce qu'on fait des territoires qui sont plus fortement musulmans. Lui est pour maintenir l'entité coloniale, et par contre, Jinnah, qui est le représentant des musulmans, va considérer que non, il faut créer le Pakistan, et Pakistan occidental, Pakistan oriental. Bon. Gandhi va être assassiné par un radical hindouiste, c'est-à-dire on lui reproche d'avoir voulu une solution pacifique. Ça rappelle quelques personnes, tu vois. Et donc, pour les radicaux, les principaux ennemis sont les hommes de paix. Mais oui. Ceux qui acceptent les conciliations. Donc chez les bouddhistes, c'est aussi rigolo, parce que, enfin rigolo, c'est triste. Les Anglais, quand ils avaient la colonie donc, qui incluait la Birmanie à côté du sous-continent, ils importent de la main-d'œuvre de la zone du golfe du Bengale pour venir travailler sur les plantations de thé. Quand la Birmanie devient indépendante, les bouddhistes ils disent non, ces gens-là ne sont pas des gens de chez nous, donc apatrides. Normalement, tu n'as pas le droit de créer des apatrides, mais enfin, eux, ils n'en ont rien à faire. Les Rohingyas, les pauvres, sont des apatrides.
Et au fur et à mesure, ils vont être progressivement persécutés jusqu'à l'apparition du Hitler bouddhiste, c'est-à-dire Viratu, sur lequel il y a ce film formidable, Mr. W, qui est une espèce de radical raciste absolu. Et donc qui explique qu'il faut massacrer et expulser tous les Rohingyas. Donc tu vois, tu es dans un scénario où l'ennemi, ce n'est pas l'islamiste, c'est la victime, que le grand persécuteur, c'est le bouddhiste, donc ça ne va pas. Ce n'est pas le Dalai Lama et Mathieu Ricard, tu vois. C'est vraiment des gens qui sont des fascistes au sens propre du terme. En Inde, c'est une grande démocratie, mais justement, se structure autour de Savarkar ces idées qu'on va devoir constituer quelque chose qui soit concurrent du Parti du Congrès. Le Parti du Congrès étant lui consensuel, tu vois, c'était le parti qui devait réunir tout le monde. Et se constitue le BJP, et le BJP va porter au pouvoir Modi, et Modi a annoncé tout de suite que les musulmans, il ne fallait pas qu'ils la ramènent. Alors, c'est des mesures vexatoires, c'est parfois des incidents, c'est parfois des destructions, etc. Mais par exemple, un des épisodes les plus significatifs, c'est quand il y a eu l'occupation musulmane, ils avaient rasé un temple bouddhiste à Ayodhya et ils avaient construit une mosquée. Donc les hindouistes radicaux vont jouer le match retour, c'est-à-dire qu'ils vont détruire la mosquée d'Ayodhya pour reconstruire un temple au dieu Ra sur place. Et évidemment, dans chaque fois, c'est pris comme la preuve que les autres sont intolérants, etc. Par exemple, chez les bouddhistes, ce qui les a beaucoup préoccupés, qui a provoqué cette radicalisation, c'est la destruction des bouddhas de Bamiyan. Oui. Tu sais que le bouddhisme, à l'époque, s'étendait dans toute cette région-là. Et avec les invasions musulmanes, donc il va y avoir cette espèce de rétraction qui va les ramener sur des zones beaucoup plus asiatiques. Mais les bouddhas de Bamiyan, les talibans vont les détruire au canon. Moi, je les ai vus avant. J'ai eu de la chance. Ah oui, quelle chance. Ah oui, ça. Et mais tu te dis, qu'est-ce qu'il y avait dans leur tête pour vouloir absolument rayer ce truc extraordinaire qui était ces bouddhas taillés dans la montagne. Ça veut dire figuratif aussi, c'était figuratif. Non, parce que déjà les visages avaient disparu, mais si tu veux, c'est toute cette idée qu'il faut rayer de la carte, si tu veux, toute trace de l'autre. On fait disparaître l'autre. On fait disparaître l'autre. Bon, alors les évangélistes. Ah ben eux, les évangéliques, parce que ça, c'est quand même un mouvement qui prend une grande, grande puissance et qui s'allie d'ailleurs à d'autres radicalismes. Alors, l'histoire du protestantisme américain est intéressante parce que, bon, comme tu le sais, les protestants américains sont des gens qui avaient été pourchassés à peu près partout en Europe, notamment par des catholiques ou par d'autres protestants, et qui vont arriver aux États-Unis avec l'idée que c'est la terre promise. Terre promise où ils vont commencer à se développer dans la région Est, etc., etc. Mais à partir de la fin du 19e siècle, commence à arriver une migration catholique. C'est des Italiens, des Espagnols, après des Sud-Américains. Et là, il y a une espèce de radicalisation des protestants qui s'appelle les rencontres d'Arusha, dans lesquelles ils vont essayer de développer qu'est-ce que c'est que l'identité américaine, vu leur vision évidemment. Et leur vision, c'est que justement, l'identité américaine, c'est le protestantisme, version telle qu'ils l'imaginent eux-mêmes, et les autres ne sont que des des gens qu'on tolère. Rappelle-toi que quand Kennedy est élu, on disait « Oh, un président catholique ». Tu vois, ils sont nés dans les années 60. C'est-à-dire qu'il s'était passé toute cette époque pendant laquelle on considérait que non, c'était l'identité protestante qui l'emportait. Et quand Bush va décider, après le 11 septembre, effectivement, non seulement d'envahir l'Afghanistan, mais surtout d'attaquer l'Irak, il va avoir non seulement le soutien des néoconservateurs, mais aussi le soutien des néo-évangéliques. Et qu'est-ce qui les rapproche, ces deux courants? C'est que le Grand Israël est un facteur de paix. Alors, pour les radicaux, c'était évidemment détruire tous ces pays arabes qui n'arrêtaient pas de résister. Mais pour les néo-évangéliques, c'est non, la constitution de l'État d'Israël, du Grand Israël, est l'étape indispensable au retour du Messie. La posture est totalement théologique. Alors, une fois, il y avait un débat rigolo entre les néo-évangéliques, qui sont évidemment des alliés que Netanyahou caresse dans le sens du poil. Et puis, en même temps, il y a un petit point de divergence théologique, c'est que pour les néo-évangéliques, le Messie est déjà venu une fois, tandis que pour les Juifs, il n'est pas encore venu. Et alors Netanyahou s'en est tiré en disant, écoutez, le jour où il viendra, on lui posera une seule question, est-ce que c'est la première fois ou est-ce que c'est la deuxième fois qu'il vient? Bon, tu vois à peu près où on en est. Et effectivement, ils vont soutenir la guerre qui va amener à la destruction de l'Irak. Et puis, heureusement, l'extension va s'arrêter là. Mais enfin, la pagaille laissée par cette ingérence américaine. Il y a ce sursaut fantastique de Chirac, qui dit, mais non, on est en train de faire une bêtise, etc. Et c'est un des derniers actes gaulliens, si tu veux, de nos dirigeants.
Moi, j'étais aux États-Unis quand Chirac est mort. Il n'y a pas eu une ligne dans un journal américain pour reconnaître qu'il avait raison. Il n'y a pas une. Reconnaître que l'autre avait raison sur les Américains, il ne faut quand même pas plaisanter, quoi. Peut-être qu'il y a un journal du Middle West qui a dû faire un truc en expliquant que Jacques Chirac était mort. Mais tu vois, cette espèce de décalage entre le sentiment nationaliste absolu et puis le trouble fait, après tout, s'il y a un trouble fait, c'est pas grave, il n'y a qu'à pas en parler, quoi. Donc, voilà, mais depuis, effectivement, Chirac était le dernier, président de la République française qui avait connu le monde, c'est-à-dire qu'il avait voyagé, il est allé aux États-Unis, il avait travaillé comme garçon de café, enfin bref, c'est un type qui était intéressé par l'autre. Et quand il allait dans les pays, en général, il se faisait toujours des bains de foule. Rappelle-toi, à Jérusalem, quand il fait des bains de foule extraordinaires, où il finit par dire aux gardes de sécurité qui veulent absolument faire un barrage avec la population palestinienne, il dit, qu'est-ce que vous voulez que je rentre? D'un seul coup, alors là, c'était fini. Par contre, tous les autres sont des purs produits de notre système. C'est des gens qui ont fait les bonnes études, ils ont les bons diplômes, ils ont fait les bons trucs. Oui. Oh, non, mais c'est ça moins, quand même, je veux dire. C'est pas l'expérience internationale qui les caractérise quand même. Surtout pas. Non. Le fait que Hollande est candidat parce que Strauss-Kahn s'est aperçu qu'il avait des histoires de fesses et ils finissent par lui peser. Mais enfin, Hollande, quand il se trouve avec les attentats de 2015 et qu'il dit déchéance de nationalité, puis après il dit non, peut-être pas déchéance de nationalité. Tu te dis, c'est un homme de caractère, cet homme. Tu vois, je veux dire. Et ça, c'est parce que justement, il mesure mal l'enjeu véritablement géopolitique de grandes situations comme celle-là. Oui. On a déplacé le principe de la déchéance en disant oui, mais enfin, la France, terre d'asile, pays des droits de l'homme, etc. Tu parles. La France, pays des droits de l'homme, était la deuxième puissance coloniale de la planète. Tu vois ce que je veux dire? Oui, puis on subit toujours tout ça avec les OQTF, avec, on a tout un tas de problèmes qui découlent de ce manque de conséquences, en fait. Oui, mais si tu veux, tu te dis, moi j'ai proposé qu'à la sortie de toutes les grandes écoles, il y ait une année sabbatique. Où on fasse le tour du monde. Pour tout le monde. Non, pas seulement. Tu peux travailler dans un café, tu peux être ce que tu veux, tu peux faire le tour du monde, mais je veux dire qu'il y a un moment où tu sois en contact avec une réalité autre qu'une réalité diplômante. Tu vois? Quand tu fais la trajectoire courte et que tu fais classe prépa, Normal Sup, Sciences Po, ENA, Grand Corps, cabinet, tu as des individus qui, pendant 10 ans ou 15 ans, n'ont fait que des études. Et ensuite, ils deviennent en responsabilité pour gérer un pays qu'ils souvent ne connaissent pas, la France, et alors un globe dans lequel ils ont... Donc tu vois, c'est un peu la formation de nos élites, c'est-à-dire, encore une fois, prendre conscience de que la Terre est ronde. Ben voilà, c'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Je confirme que la Terre est ronde. Hein. C'est vrai? Bah oui, absolument. Ça, c'est déjà quelque chose. Bon, en tout cas, Pierre, merci infiniment de ce brillant tour de beaucoup de problématiques imbriquées, mais extrêmement importantes à démêler, justement. Donc, on attend le nouvel opus qui va s'appeler... Alors, celui qui doit sortir s'appelle... parce que ça va être bien. Traité de géopolitique pour les vraiment nuls et les hommes politiques, ou les décideurs politiques. Et là, je suis en train d'écrire un autre livre sur la géopolitique mémorielle. Tu sais, cette terre était à nous. Mes ancêtres habitaient là il y a 2000 ans, donc prenez vos affaires et partez. Tirez-vous. Tu vois ce que je veux dire? Oui, très bien. Très bien, donc ça c'est très bien. Non, mais la géopolitique pour les vraiment nuls, ça c'est quelque chose qu'il faudrait donner à tous les sénateurs, tous les députés. Non, ils vont l'acheter, j'espère qu'ils vont l'acheter. Enfin, donner, oui, je me comprends, le vendre, le faire acheter par les assemblées. Oui. Non, mais on verra, parce que si tu veux, je vais me faire beaucoup d'ennemis, c'est évident. Oui, si tu veux, le bouquin est parti du fait que tu peux excuser un individu lambda de ne pas connaître les 169 pays de l'ONU, plus les 2 entités, etc., mais que quand tu es décideur politique, tu dois avoir une grande modestie vis-à-vis de ces sujets-là. Alors je commence par un certain nombre de citations d'hommes politiques qui, forts de leur statut, expliquaient ce qu'il fallait faire. L'Algérie, c'est la France, disait un certain François Mitterrand. Elle ne supportera jamais qu'un autre pouvoir s'exerce. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? C'est cette alchimie-là qui fait que l'homme politique se sent légitime à parler de sujets qu'il ne connaît pas, du moment qu'il le dit avec autorité. Bon. Très bien. Voilà. Très bien. Eh ben, merci infiniment et on se reverra certainement, évidemment. D'accord, avec plaisir. Voilà, merci chers amis pour nous avoir écoutés. Et puis, très bientôt pour un nouvel entretien géopolitiquement incorrect. Merci Pierre, à bientôt.